Merci pour la fidélité na bino na programme ya canal numérique télévision bisika inso bozali ko capter biso to Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques. C'est vrai que to zota la kaka na rétroviseur mieux to sala le feuilleton spécial Tribune Libre. Les temps forts où il est marqué l'année 2025 et ce que l'on peut parfaire au cours de la nouvelle année 2026. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements en 2025. D'abord, la prise par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23 de ville de Goma en janvier 2025 et de Bukavu en février. Le retour en République démocratique du Congo de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila Kabange par la ville de Goma sous occupation rebelle. Les négociations de paix de Doha au Qatar entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles de la FCM 23 et celle de Washington entre la RDC et le Rwanda qui est venu saboter l'entérinement qui est arrivé le jeudi 4 décembre 2025 qui pouvait accompagner le processus de paix de Luanda et de Nairobi, le retrait des troupes de la SADC, communauté de développement de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe au Nord Kivu, qui était venu appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo au moment où les pères de l'Église proposaient les dialogues inclusifs. Voilà pourquoi nous avons invité un des mobilisateurs, mieux, coordonnateur national. Il est aussi représentant légal de la coalition interconfessionnelle pour la nation, en la personne de Fidèle Yeïdja Kalakala. Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Est-ce que d'abord, d'entrée de jeu, vous pouvez nous parler de la structure que vous dirigez? Bien, merci. Mon nom, je suis l'archevêque souverain Fidèle Yeïdja Kalakala. Je suis le coordonnateur national et représentant légal de la méga plateforme religieuse, la coalition interconfessionnelle pour la nation, qui en elle-même est un cadre de concertation et de réflexion stratégique non doctrinal qui réunit des leaders confessionnels, des leaders des confessions religieuses de droit congolais autour des questions majeures de notre nation pour faire des propositions qui doivent apporter des solutions à ces problèmes, à ces propositions aux acteurs majeurs de notre nation. Donc voilà un peu ce que est la coalition interconfessionnelle. Nous sommes très impliqués dans toutes les questions qui touchent à la nation. La coalition interconfessionnelle pour la nation fait le même travail que fait Jibayama Pia et Senko SCC. Est-ce que vous ne pouvez pas nous parler des degrés de collaboration? Parce que jusqu'à là, les Congolais épris de paix ne parviennent pas à mieux cerner et à mieux comprendre. C'est comme si vous tous, vous êtes dans les bateaux de la Senko SCC. Bon, c'est une mauvaise lecture, malheureusement, que beaucoup de gens ont. La Senko et le CC ce sont deux grandes confessions qui ont une grande histoire dans notre nation, qui se sont mis ensemble autour d'une vision, celle du pacte social. Et de l'autre côté, il y a la plateforme des confessions religieuses que dirige l'archevêque Jibayama Pia et qui a eu aussi à
fédérer les confessions religieuses qui sont membres de cette plateforme autour de la vision de l'initiative interconfessionnelle qui est le projet de paix qu'ils avaient proposé, à l'instar du projet pacte social qui a été proposé par la SENCO et le CC. Et de l'autre part, il y a la coalition interconfessionnelle pour la nation qui est une autre structure, une coalition tout à part, qui est totalement différente de la SENCO et de l'ECC, qui est totalement différente de la plateforme des confessions religieuses. C'est une coalition qui réunit en son sein des confessions religieuses reconnues par l'État congolais qui ne sont ni membres de l'alliance ECC-SENCO, qui ne sont pas membres de la plateforme de confession religieuse, mais qui prestent dans notre nation. Et ces confessions ont été fédérées, nous les avons fédérées pour proposer aussi un projet de paix. Et voilà, et c'est en se mettant ensemble, parce qu'il y avait plusieurs projets qui avaient été présentés, la SENCO a présenté, la plateforme a présenté, nous, la coalition, nous avons présenté un projet et nous devrions ensemble travailler pour harmoniser ce projet, au lieu qu'il y ait plusieurs projets, parce que le point culminant de tous nos projets était le dialogue. Alors il fallait maintenant que nous puissions nous mettre ensemble, réfléchir ensemble sur un projet commun. Et c'est comme ça que nous avons eu à travailler ensemble avec nos bien-aimés de la SENCO, de l'ECC. Nous avons travaillé avec les membres de la plateforme de confession religieuse et de la CIME, ainsi que les membres de la coalition interconfessionnelle, pour qu'ensemble nous puissions produire ce que tout le monde a eu à voir, la feuille de route du dialogue inclusif qui a été publiée au Centre interdiocésain, je pense le 25 août de cette année. Donc nous ne sommes pas embarqué dans le bateau de la SENCO. Le SENCO n'est pas embarqué dans le bateau de la coalition ou de la plateforme de confession religieuse, mais en tant que de hauts responsables religieux dans notre nation, nous nous sommes mis ensemble pour que nous puissions réfléchir sur la question de ce dialogue. Et ensemble, nous avons eu à proposer quelque chose que nous sommes en train d'appeler la feuille de route, qui est subdivisée en quatre étapes, où il y a le mois de la paix, il y a le dialogue des experts, il y a le dialogue politique et la conférence régionale qui va impliquer les nations qui sont autour du Congo pour justement les questions de paix de notre nation. Voilà. Archevêque Fidèle Yeïdia, vous êtes coordonnateur national et représentant légal de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Ne trouvez-vous pas que l'inclusivité de ces dialogues cache quelque chose comme de la paix au Congo? Je pense que, quand vous êtes en train de parler des ennemis de la paix au Congo, je pense que vous êtes en train de faire allusion à la fois à l'ingérence étrangère dans notre nation, mais aussi à tous ces Congolais qui, pour des raisons obscures, ont pris les armes pour un peu déstabiliser la paix dans notre nation. Je voudrais d'ici d'entrée dire que le dialogue inclusif, cette inclusivité n'est pas liée uniquement à la question des groupes armés ou de ceux qui sont en train de piller les ressources. Non, c'est pas ça. Dans notre nation, il y a beaucoup de problèmes, il y a plusieurs foyers de tension, et l'objectif de l'inclusivité, c'est d'amener tous les Congolais. D'abord, je reviens à la thématique. Nous appelons ça dialogue national inclusif. D'abord, dialoguer veut dire parler. Quand on parle de la nation, on parle des Congolais. Donc et quand on parle de l'inclusivité, on parle des Congolais de tous bords, des Congolais de tout coin, sans tenir compte des clivages politiques, des clivages intercommunautaires. Toutes tendances confondues. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est voir le dialogue comme étant une opportunité de légitimer les ennemis. Ce serait d'une manière dire que les pères
l'Église que nous sommes avons des intentions néfastes contre notre nation. Parce que nous, en tant que pères de l'Église, nous ne pouvons pas soutenir le fait qu'il y ait des femmes qui soient violées, qu'il y ait des enfants qui meurent comme ça, qu'il y ait des citoyens qui soient obligés de devenir des réfugiés, de déplacés par milliers. On ne peut pas soutenir cela. Et toutes les personnes qui sont à la base de cela, nous ne pouvons pas les légitimer, nous ne pouvons pas les soutenir, parce que leur action va à l'encontre et de la parole de Dieu et des lois de notre nation. Mais seulement, nous pensons que le dialogue doit être inclusif, parce que le dialogue ne doit être fait entre des personnes qui ont une manière de voir différente, mais il faudrait qu'ils puissent dialoguer pour qu'ils puissent arriver à une même vision, une même pensée. Et cette pensée, c'est justement la pensée de la paix, la pensée de l'unité de notre nation. Donc, loin de nous la pensée de légitimer les ennemis de notre nation tels que vous pouvez les présenter. Mais notre désir est de ramener tous les enfants du Congo en dehors des clivages politiques, intercommunautaires, religieuses, tout ça, les amener à une même table afin de réfléchir, de parler sincèrement sur les questions de notre nation, afin d'aboutir à une paix commune. Voilà. Quand nous avons annoncé, des questions fusées de partout. La catégorie majeure cherchait à savoir les acteurs clés sans lesquels on ne parlerait pas de l'inclusivité de ces dialogues. Si ce n'est pas un secret. Vous savez, aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous puissions personnifier cette rencontre. Non, personnifier le dialogue. Le dialogue ne doit pas être, comment je peux dire, une tribune où l'absence ou la présence de tel validerait ou dévaliderait le dialogue. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une mauvaise manière de voir les choses. Les acteurs majeurs pour ce dialogue, ce sont les Congolais. Les Congolais qui ont des idées, les Congolais qui ont une pensée utile à la nation. Parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, le dialogue que nous voulons, ce n'est pas un dialogue qui tourne autour du partage de pouvoir. Parce que vous devez savoir que les politiques, d'ailleurs eux-mêmes le disent, en politique, ce sont les intérêts qui priment. Et souvent, ces intérêts ne sont pas les intérêts qui sont liés à la nation, mais parfois ce sont des intérêts personnels. Et quand quand vous collez une image des personnalités, qu'ils soient politiques, religieuses, au dialogue, en disant que si eux, ils ne sont pas là, ou si tel est là, alors le dialogue va avoir un sens. Nous sommes en train de nous référer aux agendas personnels des gens, ou nous sommes en train de nous référer aux besoins réels de la nation. Moi, je pense que le dialogue aujourd'hui a besoin des Congolais qui ont un souci majeur de voir le Congo uni, de voir le Congo dans une cohésion nationale, de voir le Congo dans une intégrité territoriale, de voir le Congo souverain et de voir surtout le Congo s'épanouir. Et je pense que ce sont ces Congolais-là, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des personnalités indépendantes ou des confessions religieuses, ce sont ces Congolais-là qui doivent se mettre ensemble, parce qu'au moins, ils ont une même pensée. Ils s'unissent autour d'un idéal. Vous savez, permettez-moi de vous le dire, j'ai parfois je prie Dieu, c'est une prière que moi je fais souvent par rapport à l'opposition dans notre nation. L'opposition congolaise. Voilà, l'opposition congolaise. Pour moi, je pense que l'opposition doit être idéologique. L'opposition ne doit pas être, comment je peux dire... Vous insinuez le fait que l'opposition congolaise a perdu la pédale? Non, ce n'est pas que l'opposition congolaise a perdu la pédale, mais je pense que l'opposition doit se faire non pas en fonction d'un individu, mais en fonction des idées qui sont
prônée par un individu ou par un groupe de gens. Donc nous ne une idéologie. Voilà, une idéologie. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Alors nous devons nous asseoir pour harmoniser les choses, arrondir les angles, pour que notre pays se sorte du gouffre. Mais au Congo, parfois la tristesse, c'est de voir que l'opposition est vraiment liée au rejet des personnes. Et vous sentez parfois dans l'expression de certaines personnes une haine qui n'est pas liée à, comment je peux dire, une haine qui n'est pas liée à une idéologie, mais qui est liée soit à la personne, soit aux tribus. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je pense que l'opposition ne parvient peut-être pas à apporter vraiment ce qu'il doit apporter comme point d'équilibre, parce que je pense que l'opposition est un véritable point d'équilibre par rapport au pouvoir, et c'est ce que je pense. Ça, c'est moi qui pense, et je pense que certains peuvent être d'accord avec ça, ou d'autres ne peuvent pas l'être d'accord, mais en tout cas pour nous pensons que le dialogue doit réunir les Congolais de tout bord, de la majorité, de l'opposition, de la société civile, des personnalités indépendantes, tous ceux qui ont le souci de voir le Congo uni, de voir le Congo en paix, de voir le Congo debout, quelle que soit leur tendance. Ils doivent se mettre ensemble parce qu'au moins ils ont un point de convergence, et sur base de ce point de convergence, ils peuvent harmoniser leurs idées pour que le Congo se relève. Monsieur le coordonnateur, considérant les résolutions obtenues lors des accords de Doha au Qatar et Washington aux États-Unis d'Amérique, quel sera l'apport majeur de ces dialogues nationaux en cette période où la priorité reste le retrait des troupes étrangères du territoire congolais? J'aime beaucoup votre question. Voyez-vous, il y a quelque chose qui doit être compris par l'opinion publique par l'opinion nationale dans notre pays. Je ne sais pas si tout le monde a fait cette lecture. Les démarches qui ont été faites à Doha, le processus de Doha, avait pour intention de régler la question de l'alliance AFC M23. C'est comme ça que le gouvernement a dû être face à eux là-bas pour traiter cette question. Et les résolutions qui ont été prises au niveau de Doha sont en train de dessiner une manière de fonctionner et comment je peux dire, de l'AFC M23. Elle est en train de donner une ligne de conduite. Vous voyez, elle est en train de être appliquée. Voilà, qui doit être appliquée. Donc, au fait, je pense que les résolutions de Doha donnent une feuille de route, donnent une manière d'agir par rapport à la question, à la problématique de la rébellion dans l'est de notre pays. La question, comment je peux dire, le processus de Washington, lui, est en train de traiter une autre affaire, celle de l'ingérence étrangère dans notre pays. Voilà. Il y a en ligne de mire le Rwanda et toutes les autres nations qui s'allient au Rwanda pour, comment je peux dire, qui s'entêtent aussi. Voilà, déséquilibrer la paix dans notre nation et créer l'instabilité qui est là. Et je pense que cet accord de Washington a réglé cette affaire. Donc moi, personnellement, je salue cette démarche, les deux démarches. La démarche, celle de Doha, parce qu'elle règle la question de l'AFC et du M23, et la question de Washington règle le problème de Rwanda. Aujourd'hui, s'il faudrait sanctionner l'AFC et le M23, on va se référer directement aux accords de Doha. Et s'il faudrait sanctionner le Rwanda aujourd'hui pour ses intentions expansionnistes, tout ça, donc on va se référer aux accords de Washington. Mais au-delà de tout ça, le dialogue dont nous sommes en train de parler est là pour régler une autre dimension des problèmes.
Parce que nous ne devons pas nous voiler la face, nous devons nous dire la vérité. Au Congo, il n'y a pas que les problèmes de l'AFC créés par l'AFC M23. Il n'y a pas que les problèmes qui ont été créés par le Rwanda, mais il y a aussi des problèmes qui existent, des fois il y a des tensions qui existent entre les communautés ici dans notre pays, qui n'ont rien à voir avec l'AFC, qui n'ont rien à voir peut-être avec le Rwanda. Parfois, il y a des choses qui se font dans le pays qui attissent un feu quand les gens entendent détournement à gauche, détournement à droite. Quel est le sentiment qui monte dans le cœur du Congolais qui ne sait pas comment il va peut-être payer son loyer demain? Il se demande comment il va payer le loyer de $200 ou de $100 pendant qu'il entend que quelqu'un a détourné peut-être 100 millions, 80 millions qui devaient servir à des routes et que cette personne n'a pas été sanctionnée. Tout ça, ce sont des tensions qui montent et les réactions peuvent être de toutes sortes. Donc, je pense que ce dialogue vient pour régler les problèmes qui n'ont pas été réglés par les accords de Doha. Elle vient régler les questions qui n'ont pas été traitées par les accords de Washington. Elle vient régler les questions de tensions intercommunautaires, des tensions politiques qu'il y a entre les Congolais. Vous savez, les gens, ceux qui se sont engagés dans l'AFC M23, ils sont dans l'opposition armée, comme ils se disent. Mais dans notre pays, il y a aussi l'opposition non armée. Vous voyez, les revendications de l'opposition non armée est traitée par quel accord? Ce n'est pas traité par les accords de Doha, ni par les accords de Washington. Donc il faudrait bien qu'il y ait un nouvel accord qui va traiter tout ça. Mais je pense que c'est là où je salue la grandeur d'âme et la grandeur d'esprit du chef de l'État, qui est le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que il a eu cette grandeur d'âme comment je peux dire, de traiter ces différents problèmes un à un. D'une part, on traite la question de l'AFC M23, de l'autre côté, on traite la question du Rwanda, et maintenant, il faut traiter la question interne. Quoique il ne soit pas forcément obligé. Vous savez, dans notre nation, on a eu une habitude, souvent les dialogues se font par des chefs de l'État qui sont organisés par les chefs de l'État qui sont fin mandat, mais le chef de l'État, il est en plein mandat, et je pense que peut-être qu'il n'est pas totalement obligé à faire ça, mais en tant que garant institutionnel de la paix et de l'unité nationale dans notre pays, et en tant que père de la nation, c'est aussi son rôle d'entendre tout, de rassembler tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qui sont dans ce pays, qui pouvaient aussi prendre les armes, mais qui ont refusé de prendre les armes, qui ont dit nous allons faire l'opposition, comment je peux dire, non armée, et ils sont peut-être dans la politique, ils sont peut-être dans la société civile, ils sont je ne sais pas où. Il faudrait rassembler toutes ces personnes et parler. Donc je pense que c'est ça vraiment, c'est que ce dialogue peut apporter, permettre aux questions qui n'ont pas été traitées par par l'accord de Doha, ni par l'accord de Washington, elles pourront être traitées au sein de ce dialogue. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que ce dialogue inclusif compte discréditer l'État au profit des ennemis de la paix d'un camp comme d'un autre? Non, aujourd'hui, je pense que l'État congolais a, au travers d'abord de ces deux accords, et au travers de ce qui se passe sur terrain, ne peut pas être discrédité. Nous devons saluer l'action qui a été menée par l'État, parce que après plusieurs décennies où la guerre injuste était imposée à notre nation, aujourd'hui les voix s'élèvent partout dans le monde pour comment je peux dire, réprimander ce qui est en train de se faire au Congo. Aujourd'hui les belligérants sont cités, sont nommés. Aujourd'hui les personnes qui instabilisent notre nation sont connues de par le monde. Les doigts sont pointés sur eux, et tout ça c'est l'action
de l'État congolais mené par le chef de l'État. Donc si le dialogue doit venir pour décrédibiliser l'État congolais, je ne sais pas qu'est-ce qui devra être dit ou qu'est-ce qui devra être fait dans ce dialogue pour justement amener l'État congolais à être non crédible. Mais par contre, je pense que ce dialogue va renforcer la crédibilité de l'État congolais parce que nous sommes un État démocratique et il est important de souligner que le chef de l'État a toujours marché avec ce principe de la démocratie où on donne toujours à tout le monde le pouvoir de s'exprimer, la responsabilité de dire ce qu'il pense, de proposer des nouvelles choses. Et je pense que c'est dans cet esprit de démocratie, c'est dans cet esprit de complémentarité entre ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans la société civile, ceux qui sont dans l'opposition, que ce dialogue va être fait. Donc je pense que d'ailleurs, à la sortie de ce dialogue, je pense qu'il y aura comment je peux dire, le Congo sortira gagnant. Voilà, l'État va être plus consolidé dans ses acquis et je pense que l'État en sortira plus fort encore et que les institutions de notre nation seront encore plus solides. Renforcées. Voilà. Le chef de l'État dit que ce dialogue se fera à son initiative. Qu'en dites-vous? Je suis parfaitement d'accord, ça doit se faire à son initiative parce qu'il est le garant de l'unité nationale, il est le chef de l'État, donc c'est la plus haute autorité de notre nation. Je vois mal comment est-ce que le dialogue va se faire en dehors de son initiative. Donc c'est lui en tant que père de la nation qui doit justement convoquer le dialogue. Et je pense que organiser un dialogue demande beaucoup de choses. Il faudrait que justement le chef de l'État ait le temps qu'il lui faut pour justement mettre tout le décor en place afin que ce dialogue soit organisé. Pour moi, certaines personnes ont pensé que quand le chef de l'État a dit que le dialogue se fera à son initiative, c'est comme s'il n'était pas d'accord avec le dialogue. Je pense que lui-même l'a déjà dit qu'il est d'accord pour dialoguer, mais son problème c'est avec qui il faut dialoguer. Et donc il a peut-être sa manière à lui de voir, mais je pense sincèrement que le chef est d'accord de créer un espace pour permettre à tous les Congolais de s'exprimer, les Congolais de tous bords, mais cela doit se faire en conformité avec les priorités de la nation, en conformité avec les moyens qui doivent être mis en disponibilité, donc en disposition, je voulais dire. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Nous cheminons vers la fin. Je vous prie de regarder tout droit la caméra parce que vous devez répondre clairement pour Nabalandi. Si et seulement si le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parvenait à vous recevoir. Alors, comme bino troisième structure pour la kimia, bozo consulter, bozo kutana na batu, dialogue yango bokaniseli yango ezala lolenge nini et sukana yango ezala nini et yango ezala nini. Je pense que cette question elle est très pertinente. Et les réponses, vu qu'elles concernent directement le chef de l'État, ne peuvent pas être dites clairement ici. Mais ce que je peux dire au chef de l'État, si aujourd'hui nous avons l'opportunité de nous rencontrer, c'est que la finalité de ce dialogue doit être l'unité nationale, la cohésion nationale, l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi que surtout, comment je peux dire, le renforcement de la souveraineté de notre nation. Donc nous, en tant que coalition interconfessionnelle pour la nation, nous partons dans ce dialogue, nous réfléchissons, nous pensons, nous nous préparons à ce dialogue pour que à la fin, que le dialogue puisse pondre, enfanter dans notre nation une paix
d'aujourd'hui, mais surtout une paix de demain. C'est ce que je pourrais dire et expliquer comment est-ce que nous pensons que cette paix doit être matérialisée. Et ça, c'est ce que nous lui dirons en face quand nous aurons l'opportunité. Pas d'intégration au sein des institutions. J'ai pas bien compris la question. Participer à dialogue. Vous savez, je voudrais souligner quelque chose par rapport à ce point-là. Je pense que les institutions de notre pays doivent être dirigées et animées par des personnes, 1, qui ont l'expertise nécessaire, 2, qui ont l'expérience nécessaire, 3, qui ont un sens de patriotisme très élevé. Et ces genres de personnes peuvent être trouvées, que ce soit dans la majorité, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans les confessions religieuses. Donc, si la personne qui correspond, qui doit être placé par exemple au ministère de la Défense, c'est quelqu'un qui réunit tous les éléments dont nous venons de parler, mais qui est dans la société civile ou qui est dans l'opposition. Non. Du fait que c'est un patriote, du fait que c'est comment je peux dire, c'est quelqu'un qui a l'expertise, du fait que c'est quelqu'un qui a l'expérience qu'il faut, c'est ça. Donc le danger serait que nous puissions, que l'on puisse donner des institutions à des personnes qui n'ont aucune expérience, ils ne feront rien du tout. À des personnes qui n'ont pas l'expertise, ce sera pire encore. Mais encore donner des institutions à des personnes qui n'ont pas un sens de patriotisme, là c'est tuer carrément la nation. Parce que quelqu'un qui n'a pas le sens d'un patriotisme, quand il dirige une frontière, quand on lui donne l'argent, il ouvre la frontière et les ennemis entrent. Donc je pense que s'il faudra intégrer des personnes dans les institutions avant, pendant ou après le dialogue, je pense que ces personnes doivent répondre à ces 3 critères. Ça doit être des personnes qui ont un haut sens de patriotisme, ça doit être des personnes qui ont un haut sens une très grande expertise et une grande expérience dans la matière que l'on voudrait les confier. Mais pour ma part, je pense que le dialogue ne doit pas être fait pour intégrer des gens dans les institutions, mais le dialogue doit être fait pour résoudre les causes majeures, les causes profondes des problèmes dans notre nation. Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important que ce dialogue soit fait dans ce format-là. Afin que le peuple se dise que c'est un dialogue qui n'est pas fait pour les politiciens, mais c'est un dialogue qui est fait pour nous, le peuple congolais. Ce n'est pas un dialogue qui est fait pour résoudre le problème qu'il y a à l'Est, mais c'est un dialogue qui est fait pour résoudre tous les problèmes qu'il y a au Congo. Parce qu'il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on règle la question de l'Est et puis demain, il y a un autre problème à l'Ouest parce qu'on n'avait pas traiter une question ou un problème ou une tension qui était déjà en train de naître là-bas. Donc aujourd'hui, ce dialogue doit avoir pour objectif de régler les questions profondes des Congolais au Congo, des questions qui n'ont pas été traitées par les accords de Doha et des questions qui n'ont pas été traitées par les accords de Washington. Le dialogue qui connaîtra les participants parmi ceux qui ont fait couler le sang, parmi les condamnés? Je pense que à notre niveau, nous n'avons pas le monopole de juger les participants. Non, c'est pas ce que je veux dire. Nous n'avons pas la décision sur qui va participer au dialogue et qui ne va pas participer. Mais seulement je pense que ceux qui vont participer au dialogue doivent être des personnes qui aiment leur pays, qui sont des patriotes, qui, désirent l'unité, qui désirent, l'intégrité territoriale de notre nation, qui désirent la cohésion nationale, qui désirent la paix dans notre nation. Je pense que ce sont ces personnes-là qui doivent dialoguer. Donc moi, je vois mal comment est-ce que des personnes qui n'ont pas la même vision pourront parler ensemble. Même dans la parole de Dieu, la Bible dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas
Donc, s'il faudra inviter des personnes qui viennent participer au dialogue, ces personnes doivent avoir dans leur cœur le désir de voir un Congo uni, un Congo dans la cohésion nationale, un Congo qui prospère, un Congo qui est souverain. Alors ces personnes pourront ensemble réfléchir sur les questions de notre nation. Voilà. Fidèle Yehi Kalakala, archevêque souverain, coordonnateur national et représentant légal de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Que répondez-vous à ceux qui pensent que le dialogue est belé salami, kimia na Est à Congo et Zoami Kakate. Bo keseni nini na dialogue national inclusif pour Lingi et Salam. Oui, je pense que les premiers dialogues qui ont eu à avoir, je n'ai pas participé personnellement pour savoir qu'est-ce qui s'est fait, mais je pense que toute œuvre humaine est perfectible. Je pense que ces dialogues qui ont eu à avoir lieu ont apporté quelque chose dans notre nation, mais le mal concernant la question de l'Est était peut-être plus profond, et ces dialogues n'ont pas eu à traiter justement de la profondeur des problèmes de l'instabilité de l'Est. Aujourd'hui, je pense que la question de l'instabilité de l'Est a été bien traitée par les accords de Doha et aussi bien traité par les accords de Washington, et je pense que le dialogue va apporter en plus, ce sera de conscientiser les Congolais de tout bord, de tout camp sur l'intérêt majeur de la nation. Parce que vous voyez, la question de la trahison dans notre nation, elle a atteint des dimensions parfois qui frisent vraiment l'incroyable. Donc vous sentez qu'il y a beaucoup de gens qui sont politiques, qui sont dans la société civile, qui sont même dans les mouvements des confessions religieuses, mais qui n'ont pas l'amour profond de leur patrie. Moi, j'ai toujours dit, souvent je le dis, le problème du Congo, ce n'est pas des hommes intelligents, mais le problème du Congo, ce sont des gens qui aiment leur nation, qui aiment leur patrie, qui aiment leur patrie au point de refuser de trahir leur nation, comme Laurent Désiré Kabila le disait, je ne trahirai jamais le Congo. Jamais trahir le Congo. Donc, vous voyez, il y a une sémence de trahison installée. Le Congolais, et il y a certains Congolais, je ne veux pas dire les Congolais, mais il y a certains Congolais qui peuvent trahir leur pays pour des intérêts mineurs et voir des femmes, des hommes, des enfants tués, violés, détruits comme ça, et ils sont en paix. Mais ce sang leur sera réclamé par Dieu sur la vie de leurs enfants. Et donc il y a un travail qui devra être fait au sein de ce dialogue, un travail qui n'avait peut-être pas bien été fait ou qui n'avait pas été fait dans les dialogues précédents. Il faudrait travailler sur la racine du patriotisme, installer, inculquer le patriotisme dans le cœur de ceux qui sont déjà adultes, de ceux qui recherchent des intérêts, mais surtout dans le cœur de ceux qui sont en train d'avenir, les générations qui sont en train de venir. Donc pour moi, ce dialogue ne va pas traiter des questions seulement présentes, mais elle traitera aussi des questions futures. Et la manière dont les idées maîtresses avec lesquelles nous sortirons de ce dialogue devra être des idées qui installent une ligne de conduite pour tout le monde, que ce soit les politiciens alliés au chef de l'État, que ce soit les politiciens qui sont dans l'opposition, que ce soit les membres de la société civile, les leaders indépendants, les confessions religieuses. Tout le monde est axé sur une vision, que je sois d'accord ou pas avec le chef de l'État, mais la priorité, c'est la patrie. La nation est prioritaire. Regardez encore la caméra tout droit pour nous dire par quelle magie ce dialogue inclusif pourra arrêter la guerre à l'Est. Je pense que pour que ce dialogue arrête le bruit des bottes, il faudra vraiment l'implication sincère de tout le monde. D'ailleurs, je veux vous dire quelque chose. Personnellement, je pense que les bruits des bottes à l'Est vont s'arrêter.
même si il n'y a pas de manière formelle ce dialogue, mais je pense qu'avec les accords qui ont eu à Doha, qui a eu à Washington, je pense que d'une manière ou d'une autre, il y aura une accalmie. Mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un calme et puis après que nous revivions les mêmes choses. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de penser. Parce qu'aujourd'hui, l'implication de Washington dans cette affaire, à cause de leurs intérêts, peut faire que demain, il n'y ait plus de problèmes à l'Est. Mais si nous avons des Congolais qui continuent à être des traîtres, qui continuent avec l'esprit de traîtrise, demain, ils seront utilisés d'une autre manière et nous verrons encore d'autres rébellions. Donc je pense qu'il faudrait que tous ceux qui vont venir dans ce dialogue, s'il est convoqué par le chef de l'État, bien sûr, puissent avoir dans leur tête l'idée de régler les questions d'insécurité, d'instabilité dans notre nation. Que nous puissions nous mettre d'accord, qu'il y ait un pacte commun qui devra être fait entre les politiques. Pourquoi pas ne pas se mettre d'accord que dans notre pays, personne ne va plus prendre le pouvoir par les armes, par exemple. Donc il y a des accords sur lesquels tout le monde doit converger. Il y a des pensées sur lesquelles tout le monde doit se mettre d'accord pour que, justement, les bruits des bottes s'arrêtent de manière définitive. Nous ne voulons pas que ça s'arrête pour un temps, mais nous voulons que ça s'arrête de manière définitive. C'est vrai que nous n'avons plus le temps, mais vous pourrez répondre à deux petites questions brièvement. D'aucuns se posaient la question de savoir est-ce que dialogue Oyo Sengele Salama na Congo démocratique ou bien Libanda Mboka pour raison de sécurité pour certains. Et ce qui est Salami Libanda, est-ce que ça n'aura pas perdu la connotation nationale? Je pense que je vais répondre de deux manières. Le lieu où le dialogue devra se faire, je pense que est directement lié au genre de personnes qui vont participer à ce dialogue. Il y a peut-être certains qui se sentiraient, comme vous l'avez dit, en insécurité et qui ne voudraient pas venir être ici au Congo. Mais je pense vraiment que cette question du lieu va plus dépendre de qui va venir. Moi, je pense que si la personne qui vient pour le dialogue, c'est quelqu'un qui veut la paix au Congo, qui veut l'unité du Congo, qui veut proposer des idées nouvelles qui vont permettre au Congo d'aller mieux, je ne vois pas pourquoi il va se sentir en danger. Mais je pense que ceux qui se sentiront en danger, ce sont ceux qui peut-être se reprochent de quelque chose. Et ça, c'est ce que je voudrais dire. Mais je pense aussi que faire le dialogue au Congo serait une très bonne chose, mais le faire aussi en dehors du Congo n'est pas vraiment, n'enlève rien comment je peux dire, au sens nationaliste de ce dialogue. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver un terrain neutre où tout le monde se sentirait à l'aise. Bino Basali Nzambe Misato, vous pilotez ces structures pour les Kimia. Alors, la médiation, beaucoup ça la vote entre vous trois de sorte à ce que beaucoup okobimisa mutumoko à kokamba dialogue national inclusif to koloka médiateur musus. Je pense que cette question ne relève pas de nous en tant que médiateurs. Pour nous, c'est nous les médiateurs, que ce soit ceux de la SENCO, de l'ECC, que ce soit ceux de la plateforme des confessions religieuses et nous de la CIN, ce qui importe pour nous, c'est la paix dans notre nation. Et pour montrer notre haut sens de responsabilité par rapport à la paix, nous avons eu à briser nos égos, parce que chacun avait un projet. La SENCO et le CC avaient un projet qui est le pacte social, la plateforme des confessions religieuses avait leur projet, l'initiative interconfessionnelle. Et la coalition interconfessionnelle pour la nation. Nous aussi, nous avions notre projet. Mais nous avons décidé ensemble, pour la paix dans notre pays, que nous puissions fédérer
toutes nos forces, fédérer nos intelligences pour produire quelque chose. Donc aujourd'hui, que ce soit l'archevêque Ejiba ou que ce soit Donatien Cholet, Monseigneur Cholet ou le révérend Senga qui soit à la tête. Ou archevêque souverain fidèle. Oui, ça ne nous dérange pas. L'essentiel est que nous puissions continuer avec le même esprit, l'esprit qui a permis à la feuille de route de naître. Ce sera le même esprit avec lequel nous avancerons dans la médiation, et nous savons qu'avec Dieu nous pourrons apporter une grande paix et nous vaincrons. Oui. Likamboyo ekosuka awate. Archevêque souverain fidèle Yeyija Kalakala. Toko biangisa yo awa. Poto ya kokundola ngona zo rappeler que c'est coordonnateur national et représentant légal de la coalition interconfessionnelle pour la nation de Tondio. Merci beaucoup. Na kombo ya Daniel Chisungu, Padu Bombusa, Firandongala, Guillaume Mubenga mingi bino ba ibozeli ko tambola na bendera ntomba Kongo na mitema na bino. Bonne fête à tous. François Mukanda atondi bino tokutani mbalasi. Les questions ne faisaient